La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les tests régissant la commande publique au Togo ont subi des modifications et les responsables de l'ARCOP sont en tournée de vulgarisation de ces nouveaux tests à travers le pays. L'étape de la région des plateaux dans cette édition. Et puis, pour une meilleure cybersécurité dans les hôtels et restaurants, une réunion est organisée depuis ce matin à Lomé. Elle réunit donc des représentants des différents établissements hôteliers et restaurants à Lomé, une initiative de l'Agence nationale de la cybersécurité ANC. Le compte rendu dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le chef de l'État fort Issa Zimna Nyazingbe a reçu en audience cet après-midi Dr Cheikh Kanté, ministre d'État sénégalais. L'envoyé spécial du président Macky Sall était porteur d'un message de condoléances de son président sénégalais, donc à son homologue togolais fort Nyazingbe, à la suite du deuil qui frappe la famille présidentielle et le peuple togolais. Et l'envoyé du président sénégalais a également témoigné les admirations du leadership du président togolais et réitéré ainsi l'engagement du président sénégalais à œuvrer aux côtés de son homologue togolais pour une meilleure sécurité et sûreté dans la sous-région ouest africaine. Nous écoutons le ministre sénégalais à sa sortie d'audience au micro de Aruna. Ma présence ici a une signification particulière. Elle confirme à plus d'un titre l'amitié inaliénable et indéfectible que le président Macky Sall porte envers le président Faure Gnassingbé. Au-delà, le président Macky Sall m'avait demandé de lui signifier particulièrement sa satisfaction, son admiration par rapport aux performances économiques, aux performances sociales que le président Faure est en train de réaliser depuis qu'il est à la tête du Togo en métamorphose actuellement, du Togo qui vibre à un rythme d'un pays qui marche vers l'émergence. Le président Macky Sall aussi salue fortement les talents diplomates cachés du président Faure, discret, efficace, disponible, qu'il met toujours à disposition de ses pairs pour une Afrique sécurisée, une Afrique de paix et une Afrique où il fait bon vivre. Et c'est dans ces conditions qu'il m'a donné une lettre que je viens de lui transmettre solennellement pour réitérer ses condoléances, ses regrets et ses vœux aussi, ses vœux de bonheur, ses vœux de prospérité, ses vœux de bonne santé, mais surtout ses vœux de réussite pour tous ces grands projets qu'il est en train d'entreprendre au grand bonheur du peuple togolais, qui est un peuple ami et un peuple frère du Sénégal. L'autorité de régulation des commandes publiques ARCOP a initié du côté d'Atakpamé une rencontre à l'endroit des maires et autres acteurs impliqués dans le processus de la commande publique au Togo. Il s'agit de leur expliquer les innovations apportées au test et leur permettre ainsi de s'approprier la nouvelle donne pour mieux gérer les questions liées à la commande publique dans leur milieu. Le compte rendu avec la correspondance depuis Atakpamé de Sylvain Rabdou. Avec les réformes opérées en 2021 dans le secteur des passations des marchés publics, ARMP devient ARCOP, Autorité de régulation des commandes publiques. Outre le changement de cette dénomination, beaucoup de modifications ont été apportées dans le contexte de la commande publique. Ce sont toutes ces innovations qui sont ici portées à la connaissance des maires, secrétaires généraux des communes, opérateurs économiques et bien d'autres. Ceci pour s'approprier le nouveau test et les innovations apportées pour mieux se conformer. Il s'agit de nous faire savoir les nouvelles modifications qu'ont subi les tests régissant cette institution
Et désormais, nous devons alors nous y accommoder. Ça fait ressortir les modifications apportées au niveau des dénominations et également les nouveaux comportements que nous, autorités contractantes et autres, devons avoir dans la passation de la commande publique. C'est de stimuler la célérité des commandes publiques pour donc satisfaire les besoins de nos populations. Il y a cette partie fondamentale de simplifier les procédures en vue de permettre que les projets soient réalisés dans le temps. Donc nous sommes vraiment satisfaits de ce souci de l'ARCOP. Et aussi, il y a eu une réduction de la redevance au niveau des entreprises de 1,5% à 1%. Donc, c'est un grand effort du gouvernement donc, pour encourager le secteur privé aussi à embrasser donc, ces différents projets avec nous dans les communes. Entre autres innovations apportées, la réduction considérable des délais dans la passation des commandes publiques et la célérité des procédures. Ces mesures nécessitent donc la vulgarisation, d'où cette rencontre pour mieux les imprégner dans ce sens. L'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, et la Direction nationale du contrôle de la commande publique, la DNCCP, ont pris sur eux de procéder à la vulgarisation des nouveaux tests de la commande publique pour permettre à l'ensemble des acteurs d'être au parfum de tous les changements qui ont été apportés donc à ces tests. C'est pourquoi nous avons décidé, nous avons donc entrepris donc de parcourir le pays pour expliquer à tous ceux qui s'occupent donc de ces acquisitions publiques, leur expliquer ce qui a changé et comment ils doivent procéder pour que leurs acquisitions se fassent dans les règles de l'art. L'autorité de régulation des commandes publiques vulgarise donc les innovations issues de la réforme pour que les uns et les autres puissent disposer de tous les acquis devant leur permettre de mieux appréhender les mécanismes de fonctionnement de ce nouveau test relatif à la commande publique. La connexion Internet dans les hôtels et restaurants est-elle sécurisée au Togo? Eh bien, la question de la cybercriminalité est justement abordée au cours d'une rencontre entre les représentants d'hôtels et restaurants et l'Agence nationale de la cybersécurité. Et c'était ce mardi à Lomé. Le compte rendu avec Abidé Nyasingbe. Wi-Fi, nom d'utilisateur, mot de passe. Nombreux sont ces visiteurs d'hôtels et de restaurants, demandeurs et utilisateurs de cette connexion sans fil, qui pourtant peut être dangereuse. Elle est très souvent peu sécurisée. Dans le souci de protéger les données des clients, l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI convie les professionnels d'hôtellerie et de restauration à une séance de formation sur les enjeux de la cybersécurité. Aujourd'hui, on peut réserver son hôtel en ligne. On peut arriver dans un hôtel et se connecter au Wi-Fi et travailler comme si on était à son bureau ou à la maison. Et donc, on a remarqué que ce sont aujourd'hui des cibles privilégiées des cybercriminels qui, par des astuces, arrivent à pirater ces réseaux Wi-Fi de ces hôtels ou de ces restaurants dans l'optique de pouvoir dérober des données essentielles ou bien critiques de leurs clients. Et ces informations intéressent les cybercriminels qui les revendent sur le dark web. Parce que votre carte bancaire peut servir à faire des transactions en ligne à votre place, à votre insu. Voilà pourquoi il est important de sensibiliser ces professionnels de l'hôtellerie et de la restauration aux risques et aux enjeux de la cybersécurité. Les menus à la carte en matière de protection de données personnelles des hôtes doivent séduire et égayer les palais. Les clients sont appelés pour leur part à plus de vigilance. Pour un client, la seule façon, ce que nous recommandons, c'est d'installer, d'utiliser un VPN. Que ce soit sur son ordinateur ou sur son téléphone ou sur tous ses appareils d'ailleurs, c'est d'utiliser un VPN. C'est un système qui permet de chiffrer les communications entre lui et le serveur sur Internet. Si je passe par un VPN, c'est que j'ai créé un tunnel entre mon appareil et mon serveur de mail. Donc, la communication est totalement chiffrée, totalement cryptée pour la structure hôtelière. La sécurité et la confidentialité des informations des clients sont essentielles pour rétablir la confiance entre les hôtels et les restaurants. Il revient donc aux acteurs de protéger leur espace Wi-Fi contre les hackers.
Agriculture à présent avec le deuxième jour ce mardi à Kara du Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT. Et la journée a été consacrée aux échanges sur plusieurs thématiques. La promotion de l'élevage et la mise en place des APB, zones d'aménagement pour la production bovine, la mécanisation et l'irrigation agricole, l'entrepreneuriat, le financement agricole, le développement rural, l'agropole de la région de la Kara, l'agence de la transformation agricole, entre autres. Et nous reviendrons en détail sur cette deuxième journée du FOPAT à Kara dans nos prochaines éditions. Et dans la région de la Kara, justement, bon nombre de producteurs ont fait le choix du maraîchage. La plupart mènent cette activité sur des berges, des cours d'eau. À Kanté, dans l'Akéran, par exemple, un producteur la pratique grâce au forage, ce qui lui permet de faire de la permaculture. Qu'est-ce que c'est? Nestor Mouzou est allé à sa rencontre et voici son portrait. Des parcelles de culture maraîchère à Akpaslo, dans le canton de Kpessidé, dans l'Akéran. Le promoteur de cette ferme se nomme Jean Bosco. Il dispose aussi d'une autre à Até-Kanté, toujours dans l'Akéran. Dans ces deux fermes, le promoteur y pratique l'agroforesterie de façon permanente. Ici, le domaine fait 100 hectares et nous avons développé les cultures à contre-saison sur 4 hectares. Actuellement, nous sommes sur la 3e parcelle où nous produisons les légumes, les choux, les betteraves, le piment, les concombres, les tomates, sans utiliser les produits chimiques. Toute la ferme est en écosystème. On ne fait pas du brûlis, on ne fait pas la chasse, on ne fait pas la coupe des bois. Et tout se fertilise, ça réintègre dans la fertilisation du sol et on fait la production. Donc ici, vous allez voir qu'on a utilisé plus le compost et les plantes qu'on a fait en solution en sorte fertilisant et pesticides naturels pour traiter les plantes et lutter contre les ravageurs. L'exploitation se fait grâce à un système d'irrigation. Cette irrigation a été développée en utilisant le pompage solaire. Cela permet de faire la production avec précision. Il y a des choix de cultures qu'il faut faire. Vous allez voir les plantes qui aiment l'ombre et les plantes qui aiment le soleil. Donc dans l'agroforesterie, la partie de l'agroforesterie, vous faites les cultures des plantes qui aiment l'ombre. Et en saison sèche, surtout le soleil est très ardent, on peut faire toutes les cultures sous les arbres. Donc après la récolte des fruits, on fait la taille de production. La taille de production, c'est qu'on réduit les branches pour pouvoir maximiser les fruits pour la saison prochaine. En ce moment, il n'y aura pas trop de feuilles pour pouvoir empêcher la culture à contre-saison, comme des légumes. Dans ce centre, Jean Bosco fait aussi l'expérience des plantes aromatiques. Par rapport aux plantes aromatiques, nous avons le persil, céleri, aneth, coriandre, basilic, le thym, le romarin et d'autres plantes. Bon, nous avons fait le choix parce que les plantes aromatiques ont une huile essentielle qui permet de traiter notre organisme. Et donc, comme nous avons fait le choix de la production biologique, ces plantes-là conservent l'huile essentielle naturelle pour pouvoir traiter l'organisme. Au temps passé, au temps des pharaons, c'est les huiles qu'on utilisait pour traiter les pharaons. Il n'y avait pas de produits pharmaceutiques. Les gens pensent que ça ne peut pas réussir. Nous, on s'est dit qu'il faut lancer avec le système d'irrigation pour pouvoir expérimenter, développer. Donc ça fait plusieurs années qu'on fait ces cultures-là et tout marche. Nous les transformons dans les épices, nous les transformons aussi dans le piment en poudre, gingembre en poudre, curcuma en poudre, pour pouvoir faire la sauce ou bien faire du thé avec. On les sèche aussi, on les réduit en poudre pour les gens qui achètent pour partir à l'extérieur. Pour se faciliter la tâche, Jean Bosco fait appel aux métayers et aux étudiants en fin de cycle des filières agricoles. Après ma formation à l'INFA de Tobé, j'ai postulé pour un stage en Israël. À mon retour d'Israël, je suis venu au centre ACEDA. Donc ici, c'est moi qui s'occupe du maraîchage et du jardin qui est ici en place. Et avec l'agriculture et surtout dans le maraîchage, et chaque jour, l'argent rentre, quoi. Ici, nous sommes dans la session de la production des plants pour préparer la saison, la campagne prochaine. Nous produisons les goyaviers, les fruitiers, les agrumes et le kayak que je tiens ici. On vend et on assiste à la plantation. En attendant peut-être de remporter un jour le prix de grand producteur maraîcher, Jean Bosco s'est vu décerner en juin dernier le prix de meilleur planteur privé de la région de la Kara pour le compte de l'année 2020.
Et restons toujours à Kara pour parler, non pas agriculture, mais plutôt tourisme. Et Kara est une région qui dispose justement de plusieurs sites touristiques. Et parmi eux, l'un est reconnu à l'échelle internationale. Il s'agit du site de Kutamaku, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO grâce au Sikien, l'habitat traditionnel des Bata Mariba. Et qu'est-ce que cet habitat a de si particulier? Vous allez le découvrir, ou plutôt le redécouvrir dans ce dossier de Nestor Mousson. Takienta ou Tata au singulier, Sikien au pluriel, nom authentique de ces maisons à Kutamaku, pays des Bata Mariba ou Tamberma, espace qui se trouve dans l'Akiran au nord-est de Kanté. Ces constructions à tourelles constituent l'habitat traditionnel des Bata Mariba. Les Sikiens ont la particularité d'être aussi des temples. C'est une maison d'habitation parce que c'est le lieu de vie du Bata Mariba. De la naissance jusqu'à la mort, tout se fait pour le Bata Mariba dans la Takienta. La Takienta, c'est une étape du cheminement initiatique des jeunes Bata Mariba. Quand l'enfant naît, on l'accueille dans la Takienta. Quand il grandit, il a l'âge d'être initié. L'initiation commence dans la Takienta. Quand il vieillit et il meurt, les rites funéraires commencent dans la Takienta. Donc, c'est consubstantiel à la vie des Bata Mariba, la Takienta. C'est un temple parce que c'est le lieu de prière des Bata Mariba. Quand une personne est décédée et on l'enterre dans un cimetière, son âme est ramenée à la maison de la Takienta. Donc, c'est un lieu de vie des personnes vivantes, mais aussi des personnes décédées. Ces personnes décédées qui sont représentées par des autels. Ils croient en Dieu, et le Dieu pour eux, il s'appelle Kouye. C'est le Dieu soleil, qui détermine même l'orientation de ces Sikiens. Quand vous venez sur le site, vous voyez, toutes les Sikiens ont une ouverture vers l'ouest. C'est parce qu'ils pensent que le Dieu, il est à l'ouest, et il a voulu voir ses enfants devant lui. L'architecture elle-même est une autre particularité. Les Sikiens sont construits sous forme de forteresse. C'est une forteresse protectrice parce qu'au départ, quand les Bata Mariba se sont retrouvés dans cette vallée de la Takura, d'abord ils vivaient dans les troncs d'arbres, dans des arbres caverneux, et ils ont eu l'idée de construire cet tata. Ils étaient environnés par les bêtes féroces, et donc pour se mettre en sécurité, ils ont eu l'idée de construire ça. Vous vous imaginez, quand vous êtes poursuivi par un animal, quand vous réussissez à rentrer dans cette Takienta, vous êtes en sécurité, vous êtes en position de force pour en venir à bout, voilà, de l'animal qui vous poursuit ou de l'ennemi. Donc c'était d'abord pour se prémunir contre les animaux féroces. Mais après, ça leur a servi à se prémunir, à se protéger contre tous les ennemis. Il faut dire que quand ils sont même en situation d'urgence, ils peuvent rester dans la Takienta une semaine, un mois, parce qu'il y a tout pour y vivre. Pour être inscrit sur la liste de l'UNESCO, il faut satisfaire à un certain nombre de critères, dont deux principaux. Le Kutamaku a satisfait à ces critères. Le premier critère, c'est lequel? C'est que le site Kutamaku est un type d'habitat traditionnel, toujours vivant et dynamique. Ça se construit toujours. La technique de construction, elle est toujours d'actualité. C'est les matériaux locaux qui sont toujours utilisés, qui marquent l'authenticité. Le deuxième critère qui a milité en faveur de l'inscription du site au Kutamaku, c'est qu'il y a une force d'association entre l'homme et la nature. Les arbres, les bosquets, ce sont des attributs aussi du site. C'est sacré pour eux. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? C'est la préservation de l'environnement. Et s'il y a une tradition qui milite en faveur de la préservation de l'environnement, on ne peut que soutenir cette tradition. C'est en 2004 que l'UNESCO a retenu l'habitat des Bata Mariba comme patrimoine mondial. Jusqu'ici, il est le seul site à avoir ce privilège au Togo. Il fait la fierté de tout le pays. Le jeûne du mois de Ramadan se poursuit et se termine bientôt pour les musulmans du Togo. Occasion choisie justement par le chef de l'État pour offrir des vivres à la communauté musulmane du pays. Des dons composés essentiellement de riz, de sucre et de lait, denrées indispensables en cette période d'abstinence et de piété des fidèles musulmans. Le compte rendu avec Gisèle Kozona. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a offert ce 17 avril 2023 des vivres à la communauté musulmane du Togo. Les dons sont composés essentiellement de riz, de sucre et de lait,
denrée indispensable en cette période d'abstinence et de piété pour les fidèles. Ce geste de solidarité du chef de l'État permettra aux musulmans, surtout les plus nécessiteux sur l'ensemble du territoire, d'observer sereinement le jeûne du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. À Lomé, comme dans les différentes régions du pays, les bénéficiaires ont accueilli avec déférence cette marque d'attention du président de la République et lui ont exprimé leur sincère gratitude pour sa permanente sollicitude. Les fidèles musulmans ont à l'occasion prié pour le chef de l'État afin que Allah l'assiste dans sa noble mission à la tête du pays. Ils ont également prié pour la paix et la cohésion nationale. Nous nous permettons de remercier très vivement le chef de l'État, M. Faure Nyasimbe, pour cette immense offre. C'est un acte annuel que le chef de l'État fait à chaque période de Ramadan. Nous le remercions vivement. Nous avons demandé à nos religionnaires, à nos musulmans, de prier toujours pour la paix au Togo et de prier surtout pour le chef de l'État. Nous allons profiter de cette occasion pour leur demander de prier Dieu, de demander à Dieu de nous débarrasser des fléaux récurrents, comme vous les connaissez, la pandémie, le terrorisme. Il faut rappeler que chaque année, à l'occasion du mois de Ramadan, le président de la République fait acte de générosité à l'endroit des musulmans par des dons de vivres. Plus de 30 millions de dollars, c'est ce que va débourser l'Organisation internationale de santé United pour la lutte contre l'hépatite C dans les pays à revenus faibles et modérés. Et l'annonce a été faite ce mardi et nous ouvrons ainsi la page étrangère de ce journal. L'Organisation internationale de santé United a annoncé mardi investir 31 millions de dollars dans la lutte contre l'hépatite C dans les pays à revenus faibles et modérés. L'enveloppe doit favoriser l'intégration du dépistage et du traitement de la maladie dans les programmes de réduction des risques. Elle permettra aussi l'expérimentation de 2 produits, des seringues à espace mort réduit dans le réservoir pouvant contenir du sang après utilisation est plus petit que dans les seringues normales, ce qui limite le risque de contraction d'infections transmissibles par le sang en cas de partage d'aiguilles, et de nouvelles formulations de buprenorphine d'action prolongée, un traitement de substitution utilisé en cas de dépendance aux opiacés. Ces produits seront testés dans divers pays, dont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et la Tanzanie sur le continent. Et dans la lutte contre le paludisme, les financements, eux, sont déjà pourvus et les résultats déjà palpables. Au Kenya, on attend le vaccin R21 d'Oxford, jugé plus efficace chez les plus jeunes. Regardez. Dans la lutte contre le paludisme, des avancées considérables ont été enregistrées au Kenya avec le vaccin RTSS opérationnel depuis 2019. Sauf que depuis que le Ghana a approuvé ce mois le récent vaccin R21 de l'université d'Oxford, jugé plus performant que le Mosquiris, les mères kenyanes sont impatientes. Elles rêvent de le voir arriver plus tôt dans leur pays. Il est très important que les spécialistes en recherche essaient d'investir des ressources et du temps pour mettre au point un vaccin unique qui aidera à gérer cette maladie une fois pour toutes pour les mères afin de réduire les cas de mortalité infantile. À Kisumu, dans l'ouest du Kenya où le paludisme est endémique, les mères critiquent la lenteur du déploiement du nouveau vaccin R21. Ce n'est pas la première fois qu'elle est atteinte par le paludisme. Elle a déjà souffert du paludisme et a été soignée, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave. Je voudrais lancer un appel. S'il existe un médicament qui peut arrêter cette maladie, qu'il nous l'envoie. J'ai déjà beaucoup dépensé. S'il existe un traitement disponible, qu'il nous aide, car le coût de la vie a tellement augmenté, je me demande si je dois acheter des médicaments ou de la nourriture. L'OMS doit approuver le nouveau vaccin R21 à la fin des derniers essais qui sont en cours au Burkina, au Kenya, au Mali et en Tanzanie, et les résultats sont attendus dans le courant de cette année.
Santé infantile toujours avec ce talc utilisé en Afrique par certaines mamans à leurs enfants. Le talc de la marque Johnson & Johnson. Le produit serait interdit aux États-Unis parce que cancérigène, mais toujours commercialisé sur le continent africain. Est interdit aux États-Unis depuis 2020 car considéré comme cancérigène. Mais en Afrique du Sud, on le trouve dans tous les supermarchés. Ce talc pour bébé de Johnson & Johnson est utilisé depuis plusieurs générations et il est encore très populaire. J'adore l'odeur et j'utilise le produit original. J'ai l'original et aussi la poudre pour la nuit. Je l'utilise quand je change la couche de ma fille ou quand elle sort du bain. Je le mets sur les habits de mon bébé pour qu'il sente bon. Plus de 60 000 personnes ont porté plainte aux États-Unis, mais personne ne le sait en Afrique du Sud, malgré les efforts de vulgarisation de cette association. Ce professeur tente depuis plus de 10 ans d'interdire le produit qui contient de forts taux d'amiante, une substance cancérigène. Les taux de cancer des ovaires ont d'ailleurs explosé en Afrique du Sud et pour les scientifiques, ça n'est pas une coïncidence. C'est cancérigène. Nous avons plus de preuves scientifiques que nécessaire pour l'affirmer. C'est un fait, il n'y a aucun doute. La plupart des plaintes proviennent de femmes qui ont utilisé ce talc sur leur petite fille. La maladie s'est ainsi développée et a mis des années à se déclarer. Contactés par France 24, les responsables de Johnson & Johnson ont déclaré que le talc sera en vente jusqu'à la fin de l'année avant qu'un autre produit à base de farine de maïs ne le remplace. Quel est le bilan des activités de la brasserie Bébé Lomé en 2022 et au premier trimestre de 2023? C'est ce qu'ont découvert les journalistes togolais ce mardi à la conférence de presse organisée par les responsables de la brasserie. Le compte rendu avec Ulrich Améga. Une rencontre 3 fois dans l'année avec la presse. La Bébé Lomé en a fait une tradition. Pour cet énième rendez-vous, l'on assiste à un exercice rétro 2022 de l'entreprise. Une année marquée par des changements économiques au plan mondial, avec des impacts sur les opérateurs économiques. Un tableau sombre amplifié par la crise sanitaire due au Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. La Bébé Lomé s'est adaptée à l'inflation des matières premières à travers sa politique d'achat des produits locaux face aux difficultés d'approvisionnement à l'international. En somme, c'est un investissement de 55 milliards consenti sur l'année écoulée. 2022 a été une transition assez violente économiquement parlant, mais on a réussi à le passer. Toutefois, 2022 aussi été une année d'investissement humain. Nous avons acquis une nouvelle ligne de production en 2022, une ligne de production de verre recyclable. Nous avons déjà mis en place cette certification ISO 26000, donc nous serons très bientôt certifiés. Et ça a mis énormément de travail. Nous serons la première société togolaise à être certifiée ISO 26030. Et derrière, on a continué à développer avec nos parties prenantes, notamment sur l'environnement, l'éducation. Pour ne pas dire sur Cara, nous avons refait des classes et des écoles là-dessus. À Lomé, on a accompagné encore orphelinat, école. Nous avons fait des routes aussi pour notre voisinage de proximité sur l'usine de Lomé. Nouveaux produits, nouvelle gamme, nouveaux goûts et esthétique à la tendance. La Bébé Lomé maintient sa dynamique de modernisation. Bientôt, l'extension de l'espace sud de l'entreprise pour le stationnement des engins transporteurs de casier. Également, la mise en place d'un bloc social et d'une station de traitement et d'épuration. Une réponse à la cause de l'environnement. L'année 2023 sera donc celle de gros challenges. Notre entreprise doit se moderniser et s'adapter de façon à répondre au mieux aux exigences du consommateur, aux normes internationales et à la feuille de route du gouvernement togolais. La modernisation de l'entreprise, c'est aussi s'adapter à une demande du marché et nos patrons sont uniquement les consommateurs. Donc on doit aussi les écouter et apporter de ce qu'ils demandent. Donc ils demandaient un changement aussi de format dans certaines catégories de boissons gazeuses, ce que nous avons effectué. Déjà au premier trimestre de 2023, l'on note une croissance à travers le territoire. Dapaon, Cara, Atapame et Lomé l'illustrent bien. La Bébé veut davantage se réinventer pour répondre aux besoins croissants des populations.
Augmentation de la capacité de production, nouvelle usine à Kara, restructuration des outils industriels, solidification des compétences humaines, entre autres. Des perspectives sur les 3 prochaines années. Et c'est sur ces perspectives donc de la brasserie Bébé Lomé que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.